Et voilà, bonjour les amis, bienvenue dans le Grenier de l'écho, la seule émission de YouTube en direct et en différé, sans montage et sans trucage, où on a un autofocus qu'il faut régler parce que l'autofocus autofoque. Donc bienvenue à tous mes grenésiens et mes grenésiennes, les habitants du grenier. Et regardez, on va digresser, discuter, parler ensemble en se posant une question: Poutine est-il fou ou sommes-nous tous stupides? Nous et pas lui, et lui moins fou que nous ne serions stupides. Bonjour les amis, eh bien écoutez, une actualité évidemment extrêmement chargée, dominée par cette histoire de guerre en Ukraine, avec des impacts économiques absolument majeurs, et ce n'est que le début. Donc s'il est de bon ton, de dire vive l'Ukraine, l'Ukraine est gentille, les Russes ils sont méchants, Poutine c'est le grand méchant loup, etc. Évidemment, mais une fois qu'on a dit tout ça, on n'a à peu près rien dit, et puis on n'a surtout ni réfléchi, ni pensé, ni analysé la réalité de l'état des forces en présence, ni non plus la réalité de ce qui pourrait se passer. On n'a pas non plus analysé quels sont les différents scénarios potentiels, vers où nous pourrions aller. Bref, Poutine est-il fou ou sommes-nous stupides? Si on se demande si Poutine est fou, il est intéressant d'une manière analytique de se demander si c'est pas nous qui sommes stupides. Et vous allez voir que le raisonnement qu'on va partager aujourd'hui, alors encore une fois, aucune vérité absolue ou intangible, mais ce raisonnement et ces éléments de réflexion que je vais soumettre à votre sagacité et que je voulais partager avec vous aujourd'hui, vont nous amener et m'amènent, moi, et me conduisent à donner une grande alerte rouge, donc restez jusqu'à la fin, mais une grande alerte rouge sur l'extension du conflit. Voilà, donc le conflit est en train de s'étendre, il va s'étendre, et pour le moment ça sent extrêmement mauvais. Pour le moment nous n'avons encore rien vu, donc ça c'est la conclusion de ce que je vais analyser aujourd'hui avec vous et sous votre contrôle, hein. Et donc évidemment moi, ma réponse, c'est pas Poutine qui est fou, c'est nous qui sommes stupides. Et effectivement, il y en a un des deux qui se trompe. Donc soit nous on se trompe, soit Poutine se trompe, mais il est peu probable qu'on se trompe tous les deux, tous en même temps, et qu'on soit tous, si vous voulez, perdants dans le calcul théorique qu'on fait. Alors dans une guerre, on est tous perdants à la fin, surtout si on s'échange des bombes atomiques. Dans les guerres, ceux qui meurent et ceux qui meurent sous les bombes sont évidemment perdants. Mais quand on fait le raisonnement avec le cynisme des États et des puissants, il y en a un des deux qui se trompe, en tout cas à relativement court ou moyen terme. Et donc c'est cette question-là qui est la clé pour comprendre ce qui peut se passer dans les prochains jours et les prochaines semaines. Famine, inflation, choc énergétique, la menace de l'effondrement. Encore une fois, alerte rouge, je vais vous expliquer tout ça. Donc je vous disais, il y a 15 jours, je vous ai pas fait de vidéo la semaine dernière, parce qu'en fait j'avais rien d'intelligent à vous dire, parce qu'il y avait tout simplement pas suffisamment encore d'éléments pour vous livrer une analyse qui soit un tant soit peu à la fois étayée, cohérente, et puis sur laquelle moi j'avais pu me forger mon intime et ma propre conviction. Mais je vous disais l'année dernière, en Europe, il n'y a pas de guerre courte, il n'y a pas de petite guerre, c'est pas simple, c'est pas facile, c'est pas des promenades de santé, et quand il y a la guerre, c'est jamais anodin. Vous voyez bien que 18 jours après, on est exactement dans ce schéma-là, c'est pas court, c'est pas facile, c'est pas anodin, il y a des morts, c'est terrible, c'est anxiogène, c'est angoissant, et il se passe de vraies choses évidemment. Alors, Poutine est-il fou ? Poutine est-il fou? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on peut dire que la guerre en Ukraine, aujourd'hui, c'est pas une promenade de santé pour l'armée russe. Que si Poutine avait pensé que ça serait facile, eh bien, il a complètement sous-estimé et la nation ukrainienne en tant que continuum et en tant que structure faisant nation. Il a également sous-estimé la résistance militaire que pouvait évidemment opposer l'armée ukrainienne face à des troupes russes, avec un autre facteur qui est très certainement des troupes russes pas forcément super motivées pour faire la guerre en Ukraine, contre des Ukrainiens beaucoup plus motivés pour défendre évidemment leur maison. Mais c'est pas que ça. Très clairement, on voit que militairement, la Russie temporise aussi. Elle lance pas des grands assauts. Alors il y a des morts, hein, mais elle n'a pas encore rasé complètement Kiev, elle n'a pas rasé
toutes les villes ukrainiennes, comme elle avait pu raser Grozny. Je ne suis pas en train de vous dire que Vladimir Poutine fait preuve d'une immense modération. Évidemment, les victimes et les morts et les blessés trouveraient ce genre de propos peut-être un petit peu déplacés, mais finalement, objectivement, militairement parlant, techniquement parlant, évidemment, ça pourrait être bien pire et les dégâts pourraient être bien plus importants. Donc il y a une forme de temporisation, non pas dans les dégâts, mais dans les offensives. Et cette temporisation, elle permet aussi de négocier en sous-main, et donc évidemment, il y a plein de tractations. Et ça va permettre aussi à la Russie de détruire des convois de livraison d'armes, et vous en avez eu un exemple aujourd'hui dimanche avec une base qui a été bombardée à proximité directe de la Pologne et qui est une base où bien évidemment arrivent de l'Ouest et des forces de l'OTAN et de la Pologne tous les missiles anti-chars qui permettent de dézinguer les chars russes et qui approvisionnent les fantassins ukrainiens, ce qui inflige des pertes importantes à la Russie. La Chine maintient son soutien et ses accords commerciaux avec la Russie et commerce en dehors du dollar et de l'euro. Donc bon, quand on voit ça, Poutine n'est pas forcément fou. Poutine n'est pas forcément fou de temporiser sur ses offensives militaires. Donc le fait que ça temporise, en fait, c'est pas forcément que Poutine est fou, que ça se passe très très mal. C'est aussi une stratégie militaire plus conforme à la réalité sur le terrain et à la difficulté. Soit on rentrait comme dans du beurre, soit on va prendre notre temps, sinon ça va être un bain de sang. L'Iran vient de bombarder une base américaine la nuit dernière en envoyant 12 missiles, rien que ça, d'Iran directement sur une base américaine située en Irak, dans le Kurdistan irakien du côté d'Erbil. Et il a fallu tordre le cou aux pays de l'OPEP pour qu'ils acceptent une légère augmentation de leur production pour permettre de faire baisser le cours du baril de pétrole. Donc pour le moment, quand on analyse ça, on ne peut pas se dire que Poutine soit complètement fou. Il y a plutôt une grande cohérence derrière la stratégie qui se dessine. Et puis alors si on continue, Poutine utilise l'arme agricole, l'arme aussi bien des cultures, donc de la production agricole, que l'arme des engrais, puisque l'Ukraine et la Russie sont parmi les deux plus grands greniers à blé du monde et sont également les plus gros producteurs d'engrais et d'engrais azotés notamment pour l'Ukraine. L'Ukraine est également le plus gros producteur de néon. On en parle très peu, mais qui est un gaz nécessaire à la fabrication des puces électroniques. Et vous savez, toutes ces puces et microprocesseurs dont on manque tant pour mettre dans nos voitures, dans nos ordinateurs, et qui ont entraîné autant de retard dans les chaînes logistiques, eh bien, on va connaître à nouveau des retards. Les prix de l'énergie explosent, entraînant une très forte inflation et plongeant évidemment les économies européennes dans une importante récession. Contrairement aux années 70 où nous avions des usines qui fabriquaient des chaussures, où nous avions des usines qui fabriquaient nos propres fusils, où nous avions encore la conscription, où nous avions encore notre propre monnaie, notre propre banque centrale, par rapport aux années 70 où évidemment nous étions, la mondialisation n'existait pas et nous étions extrêmement industrialisés comme pays, forcément, eh bien nous n'importions quasiment que et uniquement que des produits pétroliers énergétiques. Donc effectivement, l'inflation importée se cantonnait uniquement aux produits énergétiques. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne fabrique plus rien, on importe tout. Et donc l'inflation importée va porter à peu près sur tous les produits, en plus des produits énergétiques. Donc le choc inflationniste va être complètement décuplé par rapport à ce que nous avons connu dans les années 70. Les usines allemandes ferment faute d'approvisionnement en provenance des pays de l'Est, donc d'Ukraine, mais aussi de Russie. Alors, les sanctions nous coûtent très cher, et on va illustrer ces quelques remarques préliminaires que je viens de vous faire par un certain nombre d'articles de presse que vous pouvez trouver. Les sanctions nous coûtent cher. C'est un article de l'usine Nouvelle intitulé « La moitié de la production mondiale de néon pour les puces à l'arrêt après l'invasion de l'Ukraine ». Et le problème, c'est qu'on a besoin de ce gaz pour pouvoir produire les puces, donc problème à venir. Les sanctions nous coûtent cher toujours. Ukraine, l'Argus Pro, les constructeurs allemands manquent de faisceaux électriques, 22 entreprises, 38 usines, 60 000 salariés dédiés à l'industrie automobile, dont 11 entreprises dédiées spécifiquement à ce type de composants. L'Ukraine représente ainsi 7% des importations de ces produits pour les constructeurs automobiles européens. Donc on a des usines fermées.
Les sanctions nous coûtent cher, toujours l'Europe et l'Afrique vont être très profondément déstabilisées sur le plan alimentaire. C'est Emmanuel Macron, à l'issue de son raout à Versailles avec les 27 pays européens. Pour Macron, l'Europe et l'Afrique seront profondément déstabilisées en termes alimentaires. D'ici 12 à 18 mois, bah oui, il n'y a pas d'engrais. Donc il n'y a non seulement pas de culture qui vont pouvoir être semées en Ukraine. En Russie, il va y avoir également des perturbations. Il n'y a pas d'engrais livrés, donc il va y avoir des perturbations sur toutes les cultures européennes. J'ai des copains qui travaillent dans des grosses sociétés qui fournissent des grosses quantités d'engrais. On leur a demandé, vous êtes bien gentils, mais surtout vous arrêtez de prendre les commandes des agriculteurs parce que on ne sait même pas ce qu'on va pouvoir avoir en stock et ce qu'on va pouvoir livrer. Donc vous ne prenez plus les commandes d'engrais, par exemple d'engrais azotés. La guerre qui a propulsé évidemment huile, blé, enfin tous les cours à des niveaux inédits. La flambée des cours des engrais dont l'Europe importe 30% de ses besoins de Russie. Plus le coût des carburants qu'on va mettre évidemment dans les moissonneuses-batteuses, dans les tracteurs, etc., etc. Alors, vous voyez, quand on regarde ça, on se dit que Poutine est pas forcément fou et que nous, on n'est pas forcément si intelligent que ça. Alors, allons plus loin. La Russie est-elle si isolée que cela? C'est une autre question importante à se poser. Souvenez-vous, je vous avais fait il y a 15 jours, dans la vidéo précédente, je vous avais mis cette petite carte pour vous montrer l'avancée de l'OTAN vers la Russie et donc rappeler quels sont les objectifs de Poutine. Donc Poutine, il a des objectifs qui sont extrêmement clairs. Faire reculer l'OTAN le plus loin possible de la Russie, c'est son premier objectif, et de les voir certainement pas s'installer en Ukraine. Rétablir un équilibre dans les relations internationales. Hein, et vous êtes bien gentils les gars, mais moi ici je compte et j'aimerais qu'on écoute quand je dis quelque chose et j'aimerais qu'on m'entende. Et maintenir la souveraineté de la Russie dans le nouvel ordre mondial. Aucun gros mot là-dedans. Regardez, le nouvel ordre mondial, c'était la une il y a 15 jours du magazine Marianne. Derrière l'invasion russe, le nouvel ordre mondial, sacré une, un sacré titre de Marianne, qui met évidemment le doigt sur le sujet clé de ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Ukraine et qui déborde évidemment de manière phénoménale les frontières ukrainiennes. Le nouvel ordre mondial, c'est quoi? D'accord, là-dedans, il n'y a rien de délirant. Le nouvel ordre mondial, ce sont les structures de gouvernance d'un monde globalisé sous domination anglo-saxonne en général et américaine en particulier. Voilà, donc moi, si je dois vous définir ce que c'est que le nouvel ordre mondial, c'est ça. Le nouvel ordre mondial, c'est la tentative de créer des structures de gouvernance pour un monde globalisé, mondialisé, ce qui n'est pas illogique en soi, ce qui n'est pas complètement stupide. On peut, par exemple, regarder le défi climatique, si on veut pouvoir se déplacer, les flux, les capitaux, les marchandises, etc. Il est normal de se dire, on adapte, vous savez, superstructure, infrastructure de Karl Marx, et il faut adapter la superstructure politique à l'infrastructure économique concrète, donc tout ça est extrêmement logique. Le problème, c'est pas ça, le problème c'est la répartition des pouvoirs dans cette gouvernance mondiale. Et vous avez d'un côté les anglo-saxons qui veulent une gouvernance qu'ils dominent sans partage, et puis vous avez de l'autre côté un monde techniquement qui est devenu multipolaire et plus unipolaire, comme c'était le cas à la suite de l'effondrement de l'ex-URSS, où c'était une victoire par chaos des États-Unis et de l'idéologie capitaliste, libérale, etc., par rapport à l'idéologie communiste et socialiste. Et donc, c'était un monde multipolaire, on est bipolaire, on était deux, il y avait les bleus, les rouges, les forces de l'OTAN, les États-Unis, les forces du pacte de Varsovie, l'ex-URSS d'un côté et de l'autre, le rideau de fer, pas de mondialisation, et puis victoire par chaos des États-Unis sur l'ex-URSS qui s'effondre sur elle-même. Eh bien là, vous passez d'un monde bipolaire à un monde unipolaire, dominé par les États-Unis pendant presque 30 ans. Et puis, aujourd'hui, vous avez eu l'émergence d'une Russie nouvelle, d'une Chine évidemment extrêmement performante, et donc on est passé d'un monde bipolaire à un monde unipolaire, et maintenant nous sommes dans un monde multipolaire. Et donc, tout l'enjeu de la négociation, de la répartition des pouvoirs dans ce nouvel ordre mondial, eh bien vous l'avez sous les yeux. Et ça devient chaud, 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 puisque ça devient une guerre chaude, carrément en Ukraine. Donc le nouvel ordre mondial est l'héritier de l'effondrement de l'URSS et du communisme, un monde unipolaire, d'hégémonie américaine, c'est ce qu'on avait appelé les années 90, la Pax Americana,
Donc le monde qui était sous paix américaine et les Américains qui étaient le gendarme du monde, les gentils contre tous les méchants. La Russie et la Chine évidemment contestent le leadership américain et veulent le retour à un monde multipolaire et refusent la domination anglo-saxonne en général et américaine en particulier. Nous avons donc une crise inévitable d'une extrême dangerosité car cela peut devenir un combat à mort. Et vous voyez qu'à travers l'Ukraine, nous sommes rentrés de ce combat à mort qui a en fait pour objet de négocier et de se mettre d'accord sur les modalités de gouvernance dans le nouvel ordre mondial et sur la répartition des pouvoirs et sur le fait pour des nations comme la Russie ou la Chine de ne pas être marginalisées. Mais le problème est beaucoup plus compliqué que ça. Ça fait 10 ans que Chine et Russie en réalité négocient de manière très très intense et très très dense avec les États-Unis, mais sont désignés, ces deux nations-là sont désignées comme ennemies par les États-Unis. D'accord? Donc regardez un article du Point intitulé « Pour les États-Unis, la Chine est le plus grand défi du siècle ». Comprenez que c'est le plus grand ennemi du siècle, évidemment, qui va menacer directement l'hégémonie américaine. C'est un message clair, une prise de position sans ambiguïté. À l'occasion de son premier discours de politique étrangère depuis l'entrée en fonction de Joe Biden, Anthony Blinken a désigné la compétition avec la Chine comme le plus grand défi géopolitique du XXIe siècle et une priorité de la politique étrangère de Joe Biden, permettant de conjuguer fermeté et dialogue. En gros, sanctions, et l'idée c'est d'endiguer la puissance de la Chine. Voilà, hein, très clairement. Les États-Unis ne veulent pas partager leur leadership avec la Chine. Et puis vous avez un autre article. Alors cet article, il date de début février, donc juste avant l'intervention en Ukraine, il était dans Valeurs Actuelles. Isoler la Russie, dominer l'Europe, comprendre la stratégie américaine en Ukraine. Et donc, c'est vraiment l'idée, là encore, ça a toujours été d'isoler la Russie du reste de l'Europe. Et les États-Unis ont toujours poursuivi cette stratégie que d'isoler la Russie, d'empêcher la réunification du continent européen, donc d'isoler la Russie et de l'Europe, et essayer d'isoler la Russie également de l'Asie et de la Chine. Et quand vous regardez une carte, cette stratégie de diviser pour mieux régner, c'est diviser pour éviter Eurasia, d'accord? Et Eurasia, c'est quoi? Si on raisonnait dans Globalia, eh bien, Eurasia, ça va de l'Angleterre et du Portugal jusqu'au fin fond de la Sibérie et de l'Oural, et jusqu'à la Chine, à l'Asie et à l'Inde. Et vous avez ici le plus grand continent de la planète, le plus peuplé de la planète, le plus riche de la planète, le plus autonome de la planète, le plus résilient de la planète, le plus développé de la planète, par rapport à un tout petit pays ici qu'on appellerait les États-Unis. Donc vous comprenez bien que ce qui menace le leadership américain, c'est une paix et une réunification de ce continent et de cette géographie européenne. Eurasiatique, d'accord, qui part de l'Europe jusqu'au fin fond de l'Asie. Je rappelle que je suis obligé de prendre l'avion ou de nager très longtemps pour pouvoir aller aux États-Unis. Je peux aller dans l'absolu à pied, en voiture, voire même en camping-car, de Paris à Pékin. Le problème, c'est qu'il faudrait que je passe par l'Ukraine et que c'est pas très sûr actuellement, mais vous voyez bien que, eh bien voilà, on peut se déplacer, on peut même aller en train jusqu'à Pékin, on peut aller en train jusqu'à Moscou. En réalité, on a un continuum géographique avec une indépendance énergétique avec la Russie, une indépendance d'usines et de capacité de production avec la Chine, l'Inde, des réservoirs de main-d'œuvre. Enfin, nous avons tout ce qu'il faut sur ce continent. Nous n'avons absolument pas besoin des États-Unis d'Amérique. Donc vous imaginez le danger géostratégique pour la domination américaine. Donc la stratégie américaine a toujours été de fracturer le continent eurasiatique pour faire en sorte que leur domination soit assurée sans partage. Force est de constater que ça marche bien. L'ennemi de mon ennemi est mon ami naturel. Poutine est-il donc fou ou sommes-nous complètement stupides? Sun Tzu, l'art de la guerre. La Russie n'est pas si isolée ou aussi isolée qu'on pourrait le penser. Chine, Russie, Iran, Venezuela sont des ennemis désignés des États-Unis. Trump, la Chine était sous sanctions, souvenez-vous, c'était pas encore il y a très longtemps. L'Iran est sous embargo américain depuis 40 ans. Cuba, c'est pareil, c'est même encore pire. Venezuela, pareil.
Irak et Syrie ont été bombardés. Alors bon, c'est vrai que les bombes américaines sont beaucoup plus gentilles que les bombes russes. Hein. Donc les morts des bombes américaines sont des bons morts, tandis que les morts des bombes russes sont des mauvais morts. Pour moi, toutes les morts sont regrettables et toutes les guerres devraient essayer d'être évitées. Et en l'occurrence, elles pourraient être évitables si nous partagions le pouvoir et si nous n'étions pas dans une volonté de domination sans partage, évidemment. Alors le point commun, l'énergie et la puissance potentielle pour contester le leadership américain qui ne réfléchit pas et méprise l'ennemi sera vaincu. Sun Tzu, l'art de la guerre. Poutine est-il fou ou sommes-nous stupides? Attention, ne nous laissons pas infléchir dans nos réflexions par ces anathèmes. Poutine est fou, mais que fait-il? Voilà, ça empêche de réfléchir, et c'est ce qui vous amène là. Qui ne réfléchit pas et méprise l'ennemi sera vaincu. Ne partez pas du principe que l'ennemi est fou, irrationnel, débile, taré ou complètement stupide. C'est peut-être nous qui sommes stupides, c'est peut-être nous qui avons moins vu de choses, et c'est peut-être nous qui sommes plus vulnérables, contrairement à ce qu'on pense, que Poutine. Alors qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Et nous avons vécu un week-end absolument extraordinaire en termes d'éléments, d'informations qui permet de voir la réalité maintenant de manière complètement différente dans ce conflit. L'Iran vise une base US en Irak à Erbil, 12 missiles tirés sur une base qui sert d'entraînement. Bon, certaines rumeurs font état du fait qu'il y a même des installations du Mossad sur cette base et que l'Iran étant embêté par le Mossad israélien, les services secrets israéliens, eh bien évidemment c'était une petite réponse, diviser, isoler la Russie de ses alliés. Donc il se passe plein de choses, notamment avec le Venezuela, puisque l'idée c'est là de négocier avec des alliés naturels de la Russie comme le Venezuela et l'Iran. Pour le moment, ça ne semble pas fonctionner, puisque alors qu'il y avait des négociations avec l'Iran, ces négociations-là sont rompues. Et hier, ils ont tiré 12 missiles sur une base américaine qui hébergeait des services, une base d'entraînement dirigée par les services secrets a priori israéliens. Donc vous voyez qu'a priori, en termes de réponse, ça veut dire qu'on reste plutôt avec la Russie. Pour le Venezuela, c'est la même chose. Diviser, isoler la Russie de ses alliés, on continue. La Russie prend en otage les négociations sur le nucléaire iranien. Négociations sur le nucléaire iranien qui étaient vraiment très très proches d'un aboutissement, pour pas dire que l'accord était quasiment déjà rédigé. Mais la Russie vient de le bloquer. Alors, Poutine est-il fou? Sommes-nous stupides? Continuons dans le raisonnement. Qui peut tenir le plus longtemps? Économiquement, militairement, techniquement. Alors vous savez, historiquement, les guerres en Europe sont longues et encore plus avec la Russie. La Russie, c'est un immense territoire, c'est une grande géographie, c'est une très grande profondeur stratégique, militaire, mais aussi évidemment économique, de matières premières, etc. Donc, il y a une puissance en Russie, conférée par la géographie russe et conférée par l'âme russe et conférée par un peu, je dirais, l'autonomie, voire même presque l'autarcie ou l'autosuffisance russe, qui n'a rien à voir avec la résilience que nous pouvons avoir dans nos pays européens aujourd'hui, où nous n'avons pas de profondeur géographique, nous n'avons pas de profondeur en termes de ressources, de matières premières, etc. Nous sommes extrêmement dépendants. Donc, qui peut tenir le plus longtemps économiquement, militairement, techniquement? Mais écoutez, Napoléon, depuis Napoléon, on le sait. Adolf Hitler pensait qu'il ferait mieux que Napoléon, il n'a pas fait mieux que Napoléon et il s'est fracassé lui aussi dans sa tentative d'envahir la Russie URSS à l'époque. Il est vraiment pas dit qu'on fasse tellement mieux cette fois-ci. Hein. Donc, Poutine est-il fou ou sommes-nous stupides? Encore une fois, la question mérite d'être posée. Alors, Poutine a-t-il sous-estimé les effets de la guerre? Alors, on pourrait dire que Poutine n'est pas fou, mais enfin, c'est pas parce qu'il n'est pas fou qu'il s'est pas planté. Lui, dans son analyse, alors, Poutine, lui, il sait ce qu'il veut.
Moi, je ne sais pas si on sait, nous, ce qu'on veut. Et en tout cas, on n'a pas l'air d'avoir beaucoup de choses à négocier ou à proposer à la Russie, ce qui explique ce point de blocage, et donc ce qui explique maintenant quand vous savez ce qu'on dit de la guerre, la guerre, c'est le prolongement de la politique par d'autres moyens. Là, on est exactement dans ce cas-là. Il veut forcer l'Occident à négocier, Poutine, en prenant un avantage militaire, en démontrant sa totale détermination. Donc c'est ce qu'il est en train de faire. Il pense ne pas être si isolé que ça, sinon il ne le ferait pas. Nous n'en sommes qu'à la première étape du conflit, et la Chine n'est pas encore entrée en scène dans ce conflit. Si la Chine rentre dans ce conflit, ne serait-ce que par des mesures économiques, alors évidemment, ça va changer toute la donne. Mais vous imaginez bien que la Russie, en fait, elle n'a pas besoin des exportations de calva normand. Je voyais un reportage aujourd'hui sur BFM parlant d'une société qui exporte du calva normand. Alors c'est dramatique et c'est très triste pour cette société qui fait 30% de son chiffre d'affaires en exportant son calva normand en Russie. Mais enfin, les Russes pourront parfaitement se passer du calva normand et puis tout le reste, de toute façon, ils peuvent l'acheter à la Chine et toute l'énergie, ils l'ont pour eux. Donc finalement, ils n'ont pas tant besoin de nous que nous n'avons besoin d'eux. Alors, souvenez-vous, je disais, la montée des tensions, c'était l'hypothèse 2 de la vidéo précédente, se poursuit, probabilité 80, on est 80%, on est exactement là-dedans. Donc, là, les tensions continuent à monter, c'est pas fini. Aujourd'hui, ça a été un bombardement très proche de la frontière polonaise. On peut même penser qu'il y a dans les morts dans cette base-là qui a été bombardée par les Russes. On peut même imaginer qu'il y ait des soldats occidentaux ou des agents des services occidentaux qui apportaient les armes ou qui livraient les armes. Donc, on est dans ce scénario où la montée des tensions se poursuit et donc nous sommes dans une escalade. Et je vous disais également dans la vidéo précédente, question subsidiaire, que fera la Chine, annexer Taïwan, négocier Taïwan, peut-on sanctionner la Chine, etc., etc. Donc, il n'est pas dit, et je vous parlais de la Corée du Nord également, bon, donc tout ça, il n'est pas dit que ça se passe si bien que ça et qu'on soit complètement en position de force. Imaginez que demain la Chine dise moi finalement je suis d'accord avec les Russes, votre histoire de gouvernance mondiale dans le nouvel ordre mondial, ça me convient pas. Donc nous avec les copains russes voilà ce qu'on veut, et puis tant que vous ne nous le donnez pas, les chinoiseries vous pouvez toujours les attendre, donc adieu vos vaches cochons, iPhone, iPad et tout autre produit technique ou non technique produit en Chine, vous n'en aurez plus. Donc l'Europe dépend du gaz et du pétrole russe pour une large part, l'Europe dépend de la Chine pour à peu près tout le reste, en ce qui concerne les approvisionnements et le remplissage de nos magasins. Si vous retirez le Made in China, il n'y a plus grand chose, la Chine évidemment étant l'usine du monde. Le monde dépend également des ressources alimentaires russes et ukrainiennes, sans oublier les engrais produits en Russie ou en Ukraine. Donc famine, hyperinflation alimentaire, enfin c'est quand même un vrai sujet quoi. Quand Macron vous dit ça a le potentiel de déstabiliser l'Europe et l'Afrique, il a raison. Et puis qui dit déstabiliser l'Europe et l'Afrique, vous imaginez les vagues migratoires, la gestion des vagues migratoires potentielles, si l'Afrique se met à avoir faim, ça risque d'être extrêmement compliqué à gérer. Militairement parlant, nous avons envoyé 17 000 missiles anti-chars aux forces ukrainiennes, 2000 missiles Stinger qu'on met sur les épaules et puis on dézingue les hélicoptères et les avions avec. C'est super, mais peut-on mener un effort de guerre sans des pièces détachées provenant de Chine ? Vous voyez, ça va être compliqué de maintenir un effort de guerre alors qu'on n'a pas d'usine, on n'a pas vraiment d'usine, on n'a pas d'autonomie militaire, on a là aussi globalisé nos chaînes de production. Donc en France, on produit plus le fusil FAMAS, on achète le fusil à l'étranger, qui lui-même achète des pièces ailleurs. Les cartouches de nos fusils sont achetées, je crois, au Qatar ou aux Émirats Arabes Unis. Enfin bon, mais c'est plus en France. Donc si vous voulez, tout ça est mondialisé. Donc si vous manque une petite puce, un petit miroir, un petit machin, votre char il fonctionne pas, votre lance-missile vous pouvez pas le terminer. Qui peut durer le plus longtemps à ce petit jeu-là? Est-ce que c'est nous avec notre complexité de chaîne logistique ou est-ce que c'est la Russie avec une armée finalement beaucoup plus rustique, quand bien même elle est technique? Alors,
Poutine est-il fou ou sommes-nous stupides? Vous voyez que la réponse est vraiment pas si simple et qu'il faut beaucoup plus nuancer ça que les anathèmes qu'on peut entendre et qui, encore une fois, nous empêchent de réfléchir et d'avoir une vision analytique de la situation. Alors, la Russie est très déterminée, guerre en Ukraine, en cours, vous voyez, donc c'est d'aujourd'hui même, au moins 35 morts sur une base militaire bombardée près de la Pologne selon les autorités locales. La Russie avait prévenu qu'elle prendrait pour cible les convois d'aide militaire envoyés en Ukraine à l'armée ukrainienne et qui lui font subir des pertes importantes, donc ce qu'elle considère comme un acte de guerre. C'est bien, c'est pas bien, ça vous plaît pas, c'est comme ça va se faire bombarder. C'est chose faite et c'est un signe d'aggravation évidente du conflit. Et donc c'est une ligne rouge. Donc militairement, stratégiquement, les Russes temporisent, ils vont bombarder les convois, les dépôts de munitions, machin, etc. Puis une fois qu'ils auront pris leur temps pour éroder, fracasser, détruire la capacité de résistance en tapant sur les stocks, sur les armes anti-chars, etc. Des Ukrainiens, eh bien ils pourront passer à des phases éventuellement un petit peu plus offensives. Conclusion, les difficultés militaires russes, en fait, ne sont qu'un des paramètres de l'équation globale. C'est pas du tout le seul élément à regarder, à prendre en compte. Hein. Donc BFM vous fait ces petites cartes, là j'ai l'impression de me retrouver à l'époque de l'A5 et de Jean-Claude Bourré nous faisant la guerre en Irak et puis nous bouger les petites divisions en 1991 pour Tempête du désert avec la division Daguet pour la France, etc., etc. Les plus anciens s'en souviendront. Sauf qu'en fait, se focaliser sur les aspects militaires, c'est oublier tout le reste de la confrontation géopolitique qui est actuellement en cours et qui implique l'Iran, qui implique la Syrie, qui implique le Venezuela, qui implique évidemment la Chine, qui implique l'Inde, car l'Inde est également impliquée là-dedans. Donc l'objectif de la Russie, ça reste sa place dans le nouvel ordre mondial et c'est un sujet qui évidemment est partagé de manière intime par la Chine, qui reste un pays traumatisé par son épisode au début du siècle dernier où elle a été colonisée, humiliée, dominée par la puissance occidentale avec une population, avec de l'opium, etc., etc. Donc la Chine est traumatisée par ça. Et si vous ne comprenez pas ça, vous ne pouvez pas comprendre l'âme chinoise et la volonté politique aujourd'hui chinoise de prendre sa place et toute sa place dans le nouvel ordre mondial. Et la Chine préférera la guerre, et la Chine préférera une guerre à une nouvelle humiliation et domination. Et la Chine comme la Russie pensent que si elles sont dominées, elles seront humiliées, et elles préfèrent la guerre à l'humiliation. C'est bien, c'est mal, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, vous préféreriez vivre sans guerre et en étant complètement humilié, c'est votre choix, mais c'est le choix ni des élites russes aujourd'hui, ni des élites chinoises, et c'est ce qui rend la situation extrêmement dangereuse et qui tend aujourd'hui, évidemment, vers ni plus ni moins qu'une troisième guerre mondiale, et nous sommes vraiment au bord de ça. Hein. Donc, troisième guerre mondiale ne veut pas forcément dire une guerre nucléaire, mais nous sommes au bord d'un conflit mondial majeur de très haute intensité. L'un des deux camps se trompe certainement sur ses capacités et sur sa capacité à durer. Et je pense que le camp qui se trompe sur sa capacité à durer, c'est le camp européen aujourd'hui. Les États-Unis ont un territoire qui est loin, un territoire où il y a de l'énergie, un territoire où il y a des capacités de production, et puis les États-Unis sont capables de rien avoir et de créer beaucoup très rapidement. Donc je ne suis pas très inquiet pour les États-Unis. C'est un immense pays qui est capable de faire de grandes choses. Mais parce qu'ils ont une géographie, ils ont des ressources, ils ont des matières premières, etc., etc. Nous n'avons pas ça en Europe. Donc je pense que nous, en revanche, en Europe, nous nous trompons complètement sur nos capacités à affronter l'ogre russo-chinois. Hein. Si la Russie bénéficie d'une alliance très solide avec la Chine, alors la Russie pourra évidemment tenir un effort de guerre beaucoup plus long et beaucoup plus longtemps que l'Europe de l'Ouest menée par les États-Unis. Et si la Chine, évidemment, rentre dans la partie, ce sera une démondialisation extrêmement violente. Alors,
compte tenu de la situation, compte tenu de ce qui se passe, compte tenu d'un certain nombre d'autres informations que je ne partage pas ici, mais que je partage dans le Flash Stratégie pour mes abonnés à la lettre Stratégie, vous allez pouvoir télécharger dans les prochaines heures un flash spécial intitulé Alerte rouge, gros problème en vue. Très gros problème en vue. Alors avec qu'est-ce qui se passe réellement également sous les radars, et ça je vous en parle dans ce dossier, quels seront les impacts majeurs économiques à court terme, parce que ça va arriver très vite et ça va vous débouler dessus avec des conséquences à 3 semaines, et le rôle spécifique que la Chine a commencé à jouer là-dedans, et va sans doute continuer à jouer là-dedans. Et je vous explique tout ça. Et évidemment, les mesures d'urgence à prendre immédiatement, parce que vous avez à peu près 10 jours avant que les gens se rendent compte de ce qui se passe, 10 à 15 jours au mieux avant que les gens comprennent les conséquences que ça va avoir, et donc il faut profiter de ces 15 jours pour prendre un certain nombre de mesures avant les autres pour vous protéger du mieux que vous pourrez. Voilà, donc de toute façon vous vous abonnez pour ceux que ça intéresse. Bon, pour tous les lecteurs, c'est dans vos espaces lecteurs, et pour tous ceux qui veulent s'abonner ou en savoir plus, insolenciae.com/boutique, ou là-haut, je vous mets un petit i, là, machin, vous pouvez cliquer dessus, puis ça va vous amener sur la bonne page. Sinon, en dessous, dans la description, vous avez un lien, évidemment, pour aller vous abonner. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous mettre un gros pouce, un gros doigt bleu en disant « ouais, c'est super ». Vous pouvez évidemment la partager sans modération, vous pouvez vous abonner à la chaîne Le Grenier de l'Écho, vous pouvez activer les petites notifications en cliquant sur la petite cloche qui doit être en bas à droite de votre écran, et puis évidemment vous pouvez vous abonner gratuitement sur le site insolenciae.com à la lettre d'information quotidienne gratuite, et puis n'oubliez pas, vous pouvez aussi me suivre sur Twitter @insolenciae en code Twitter. Voilà les amis, et bien écoutez, une semaine extrêmement chargée, terriblement chargée même, et vous allez voir une guerre qui va a priori continuer à s'aggraver, avec des négociations en sous-main qui sont absolument dantesques pour un objectif, le partage du pouvoir dans le nouvel ordre mondial, avec d'un côté le camp américain qui se veut unipolaire, et de l'autre côté la Russie, la Chine, et dans une moindre mesure l'Inde et d'autres pays non alignés comme l'Iran, le Venezuela, etc., qui veulent évidemment un nouvel ordre mondial multipolaire dans lequel ils puissent avoir leur autonomie, leur souveraineté, leur liberté. C'est un combat très dur, c'est un combat très difficile, et c'est un combat dont nous serons tous les victimes latérales. Alors prenez grand soin de vous, prenez bien soin de vous. L'inflation va être très importante, et donc commencez à vous y préparer. Et je suis là pour essayer modestement de vous aider du mieux que je peux pour y voir plus clair, pour bien anticiper et pour éviter le danger, parce que un homme averti en vaut deux, mais un homme préparé en vaut quatre, comme disait mon pépé. Sur ce, merci à vous. À très bientôt mes chères grenésiennes et mes chers grenésiens. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau JT du Grenier. À bientôt, au revoir.